Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Soyons Zen. Les beaux jours arrivent, les oiseaux chantent. Et cela nous a donné envie de faire une émission spéciale bien-être. Aujourd'hui, nous vous ferons découvrir des techniques pour vous relaxer, comme l'art-thérapie ou encore les massages ayurvédiques. Mais aussi des solutions étonnantes pour vous remettre en forme, comme l'allothérapie et la cryothérapie. Nous allons aussi vous faire découvrir un nouveau régime à la mode, le forking. Enfin, nous parlerons d'un élément essentiel au bien-être, le sport. Nous vous ferons découvrir le crossfit et nous recevrons Arnaud, coach sportif, comme invité du jour. Et on débute cette émission avec un moment de relaxation. L'ayurvédique est une nouvelle méthode de massage importée d'Inde. Nous allons vous expliquer en quoi cela consiste, ses effets, un reportage d'Anaïs Mestem et de Cécile Dumonceau. L'Ayurveda, ou science de la vie, est un art de vivre issu d'une tradition indienne millénaire. Marie a fait de cette technique son métier. Après une formation, il y a 4 ans en Inde, elle se déplace maintenant à domicile. Huiles essentielles et autres produits naturels sont ses outils de travail. Ça s'appelle du ghee, ça s'écrit G-H-2-E, et c'est du beurre clarifié. Alors pour le massage des pieds, j'utilise aussi ce bol. C'est un bol qui est fabriqué à partir d'un alliage de 5 métaux. Et ça permet aussi de énormément relaxer. Contrairement au massage shiatsu qui soulage les douleurs physiques, l'Ayurveda sert à purifier et soigner son corps de l'intérieur. Les pieds pour l'estomac, les mains pour le stress, le visage pour la circulation et le dos pour le sommeil. Ça relance en fait toutes les circulations des fluides dans le corps, donc circulation lymphatique, sanguine, et ça permet de bien oxygéner les tissus. Enfin, ça relance vraiment ça stimule tous les organes en fait. Aujourd'hui, c'est Agnès qui passe entre les mains de Marie. Elle souffre d'aérophagie, c'est donc la zone des pieds qui sera massée. C'est plutôt à déconseiller chez les femmes enceintes, surtout en début de grossesse et en fin de grossesse, parce que c'est un massage qui permet l'élimination des toxines et du coup des corps étrangers, enfin, entre guillemets. Mais quand une personne est enceinte, ça pourrait provoquer une fausse couche. J'aurais aimé que ça ne s'arrête pas. Que ça dure beaucoup plus longtemps, mais en tout cas une relaxation bien sûr, c'est le bien-être, voilà, je dirais avant tout cette sensation-là. Anne Jousset, elle, est infirmière et soigne un patient faisant lui aussi appel à cette technique. Elle vient pratiquer des soins médicaux à son domicile. Le malade, gravement atteint, n'a pas souhaité témoigner. Après chaque massage, il ressent énormément de choses. Il dit qu'au bout de 2 heures, il se sent beaucoup plus rassuré, léger, hypnotisé. Ses organes les plus touchés lui semblent comme tout neufs, comme s'il y avait une sorte de régénérescence. Avant chacune de ces visites, le patient reçoit un massage d'une spécialiste Ayurveda pour préparer son corps aux soins. Un patient qui sort de ce type de séance est beaucoup plus apte à recevoir les soins que nous devons lui prodiguer. Il est beaucoup plus détendu. J'ai pu constater aussi qu'il ressentait beaucoup moins de douleur lors du soin qui peut être très anxiogène pour lui et douloureux, ce qui est donc un énorme avantage pour nous dans notre pratique. Si en France, ce massage reste peu connu pour certains, en Inde, c'est un véritable traitement pratiqué à l'hôpital. Les régimes sont devenus un véritable effet de mode. La quête de la minceur n'a plus aucune limite. La méthode forking permettrait de perdre du poids à l'aide d'une simple fourchette, mais que se cache-t-il vraiment derrière cette méthode? Mohamed Laïba et Marie-Sarah Boulot. Noura, 32 ans, veut perdre ses kilos superflus. Ce soir, elle tente la méthode forking. Seule la fourchette est autorisée dans la préparation du dîner. Pour ce soir, j'ai préparé des pâtes, comme je fais d'habitude, des pâtes blanches que les enfants aiment bien. Pour l'instant, je vois pas trop de différence avec des champignons. Le matin et le midi, aucune restriction n'est imposée. Ah, par contre, il n'y aura pas de couteau. Maman, le régime, on n'a pas droit des couteaux. Le soir, les aliments gras restent au placard, mais les féculents sont les bienvenus. T'as mis tous les champignons? Ludique, la méthode forking, c'est manger plus lentement, prendre son temps avec de petites bouchées. Elle donnerait une meilleure sensation de satiété. C'est vrai que même en voyant l'assiette comme ça, il manque un petit truc. Mais voilà, c'est le régime en même temps.
À l'opposé des régimes draconiens, on ne passe pas son temps à compter le nombre de calories ingérées. Pour le soir, pour manger des pâtes, je ne sais pas si ça va vraiment donner un résultat. Après, c'est peut-être qu'on en aura marre parce qu'il n'y a pas le couteau pour manger un peu plus vite et ça prend du temps. Donc au bout d'un moment, on s'en lasse et on lâche l'affaire, on va dire. Ce régime à la fourchette a de quoi rendre sceptique. Permet-il réellement de perdre les kilos superflus? Ivan Gavrilov est le créateur du forking. L'innovation, c'est son leitmotiv. PDG de Chaos Consulting, cet inventeur de métier s'est lancé dans la nutrition en 2005. Un jour, mon cerveau a produit, comme ça se fait souvent chez les scientifiques, je suis scientifique de formation, une réponse qui concatène un peu tout ce que j'avais lu et qui était digne avec une fourchette. Sa créativité l'a poussé à construire une entreprise en 2010. Elle a élaboré 7 plats préparés qu'elle a commercialisés dans les grandes surfaces. Au bout d'un an, le tribunal de commerce du Mans a prononcé sa liquidation judiciaire. Avec notre truc, on perd à peu près 100 à 150 grammes par jour. Mais ce qui, au bout de 2 mois, est considérable comme perte de poids, ça ne vous amène pas à votre poids fantasmé. Ça vous amène à votre poids de forme, ce qui n'est pas du tout le même. Un bon coup marketing aux perspectives bien limitées. Certains suivent des séances de psy, d'autres ont choisi d'animer leur thérapie de manière ludique, en pratiquant l'art-thérapie. Mais qu'est-ce que l'art-thérapie? La réponse dans le reportage de Bastien Gabriel et de Carlotta Sacchettini. Muriel, 48 ans, est chef d'entreprise et passionnée d'art. Elle exerce cette activité comme un passe-temps, mais aussi comme un remède. Après des épisodes douloureux, elle décide d'assister à des séances d'art-thérapie. J'étais pas forcément convaincue, j'étais plutôt sceptique au départ. Je pensais qu'effectivement des bons médicaments pouvaient faire l'affaire et en fait je me suis rendu compte très rapidement que c'était beaucoup mieux pour moi et ça me correspondait en tous les cas beaucoup plus. Une fois par semaine, elle se rend donc chez Denis Defarge, art-thérapeute. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien. Tu vas prendre crayon, feutre, ce que tu veux, et tu vas dessiner 5 ou 6 formes fermées, rondes, ovales, difformes, peu importe, carrées. Pendant ces séances, Muriel dessine, peint, mais pas seulement. Denis propose toutes sortes d'autres médiations. Musique, modelage, poterie, tout est bon pour que ses patients s'expriment. Une douzaine de personnes viennent régulièrement lui demander ses services. Selon lui, plusieurs séances sont nécessaires pour faire une bonne thérapie. On s'appuie sur un objet créé qui est censé travailler sur l'imaginaire des gens. Le patient va s'exprimer sur cet objet. En fait, le but, c'est de retourner à la parole. C'est de passer par l'imaginaire et de revenir à la parole. Une fois son dessin terminé, Muriel écrit son ressenti et analyse elle-même son œuvre. Denis, lui, se contente d'écouter. Instantané de quelques tâches de vie installée, puis pris au piège qui se mettent en place de manière pernicieuse. Après la lecture du texte de Muriel, Denis fait une rapide analyse de la séance et réalise un bilan pour sa cliente. On a une évolution parce qu'il y a des choses qui arrivent à se synthétiser un peu plus facilement. Elle arrive à plus faire le tri dans ses priorités. Et ce dispositif-là, il est fait pour. Il est fait pour trier un petit peu et avancer. Donc oui, bien sûr, on avance. L'art-thérapeute s'est aussi joué de son cadre pour attirer ses patients. Quand je viens ici, c'est une soupape de légèreté. Alors c'est une bulle et pas une bulle parce que le cadre est super agréable, donc je me sens bien. Je me sens pas enfermée. Et puis puis je laisse libre cours à mon imagination. Ces thérapies ont vu le jour au début des années 90. 3 ans de formation sont nécessaires pour devenir art-thérapeute. Il en existe aujourd'hui plusieurs centaines qui, comme Denis, exercent en France. Mais ce bien-être a un prix. Pour une consultation comptée entre 40 et 70 €, tarif non pris en charge par la sécurité sociale. De la psychologie au sport, il n'y a qu'un pas. Le bien-être à tout prix peut parfois conduire certains à des pratiques extrêmes. Enquête sur un nouveau sport à la mode, le crossfit. Julie Decker, Alban Rajanson. Clément Giraud est coach sportif. Depuis 2 ans, il donne des cours dans une salle à Paris. Après une formation sport-études, il a choisi le crossfit. Le crossfit, c'est une méthode de préparation physique générale. On va faire absolument plein de mouvements dits fonctionnels. Tous les mouvements qui mettent en jeu le corps,
qui vont servir à mettre le corps dans tous les déséquilibres possibles. Chaque soir, il entraîne en moyenne une dizaine d'élèves. Créé dans les années 70 par un Américain, le CrossFit séduit autant la gente féminine que masculine. C'est ça qui est important, c'est que les gens ont peur de cette activité, mais à la limite, quand ils vont tout seuls dans une salle de sport, il n'y a personne pour leur dire « là, tu es en train de faire n'importe quoi, arrête ». Poids, haltères, rameurs, les outils sont variés. Le but, enchaîner plusieurs exercices de forte intensité. Dans l'idée, on est censé respecter l'intégrité du corps. Hugo, grand sportif, a trouvé dans ce sport un moyen de développer ses performances. Je cherchais une méthode d'entraînement, de préparation physique qui correspondait vraiment à la manière dont je me battais, donc c'est-à-dire pied-point au sol. Donc la musculation classique, comme je la pratiquais, ne fonctionnait pas. Pour moi, c'est vraiment pour toute personne, c'est-à-dire vous avez une personne de 70 ans, de 80 ans, on va demander à cette personne de sortir de sa zone de confort. Le CrossFit, c'est ça. Mais si pour certains le CrossFit est un mode de vie, il ne faut pas confondre loisirs et compétition. 400 mètres, un aller-retour, 200 mètres. En 2011, le nombre de salles a explosé aux États-Unis. Ce sport est en train de s'étendre au reste du monde. Connue principalement sur Internet, cette nouvelle tendance reçoit un accueil mitigé en France. Afin d'en savoir plus sur ce sport extrême, nous nous sommes rendus chez un spécialiste du sport. Le CrossFit serait-il dangereux pour la santé ? On voulait avoir quelques renseignements sur un sport. Donc je ne sais pas si vous, peut-être, vous pouvez nous renseigner. C'est le CrossFit. Le bienfait, c'est que vous travaillez tout le corps. Après, c'est comme tout, si vous allez progressivement, vous êtes bien encadré, il n'y a aucune raison de ne pas en faire. Hein. Mais comme tous les sports. Hein. C'est un sport qui, par contre, a l'avantage d'être très complet. Tu n'es pas dans une salle de muscu classique, c'est-à-dire que la salle de muscu, tu y vas, selon les salles, tu es plus ou moins encadré, on te fait un bilan des fois au début, puis on te revoit peut-être jamais des fois, d'autres sont plus proches. Contrairement aux idées reçues, cet entraînement Made in USA ne comporterait pas de risque pour la santé tant qu'il est pratiqué conscieusement. Qui dit tendance dit arnaque, prudence donc tout de même aux coachs peu scrupuleux. Les grottes sont souvent utilisées à des fins touristiques, pourtant certaines ont des fonctions thérapeutiques. En effet, Carlotta, les grottes salines peuvent soigner de nombreux maux. Un reportage signé Camille Thier et Loïc Laurent Ballon-Malaky. La thérapie par le sel, Annie l'a adoptée. Ce petit bout de femme de 60 ans est une habituée du salon Saline à Sel. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Cela fait 2 ans et demi qu'Annie pratique cette thérapie plutôt originale. Plusieurs fois par mois, le rituel est toujours le même. Gilet au placard, chaussons aux pieds, direction la grotte de sel pour un pur moment de détente et de bien-être. Cette grotte abrite 11 tonnes de sel venant d'Himalaya. Avec l'aide d'un halogénérateur, des microparticules sont projetées aux 4 coins de la grotte. C'est une médecine douce qui est d'ailleurs reconnue par les médecins jusqu'en Allemagne parce qu'on peut agir sur pas mal de choses, notamment sur les voies respiratoires, sur les problèmes de la peau et aussi sur notre état physique et psychique. Connue pour ses vertus thérapeutiques, Annie a tout de suite ressenti ses bienfaits. Vous voulez faire la petite sieste? N'hésitez pas. Et comme le corps perd un peu de température, donc on a besoin un peu de chaleur. Je suis assez nerveuse. J'ai de la sinusite, des problèmes d'asthme et la grotte de sel me permet d'atténuer un peu mes soucis. Après 1 heure de séance dans la grotte, il est temps pour Annie de dresser son bilan. La séance finie, quand je sors de la grotte, je suis complètement relaxée. Je me sens vraiment très zen. Cette médecine douce est néanmoins très peu connue. Seulement une dizaine de grottes de sel artificielles existent dans le pays, car la pratique est ni reconnue par l'État, ni par le corps médical. Emmanuel Astier se désole de cette situation. Naturopathe de profession, son rôle est de permettre à tout un chacun de gérer sa santé en utilisant des méthodes naturelles. C'est une thérapie qui s'adresse à tout le monde, de 7 à 77 ans. Elle est vraiment non invasive, naturelle, quelle que soit la technique. Pour lui, c'est sûr, l'allothérapie est plus ou moins efficace selon la pathologie du patient. Tout dépend le degré de maladie de la personne. Ce praticien santé conseille à ses clients le cristal de sel à la maison, mais avec une seule condition:
On les utilise bien sûr en prévention plutôt qu'en curatif, comme on aurait plutôt tendance à le faire en France. Le naturopathe met tout en œuvre pour apporter bien-être à son client, mais il serait illusoire de croire à la santé éternelle par simple inhalation d'air salin. Nous allons maintenant découvrir une méthode peu connue du grand public, la cryothérapie. Au début réservée aux athlètes de haut niveau, elle est désormais accessible à tous. Loin d'être un simple effet de mode, la cryothérapie s'avère être un outil médical efficace. Reportage de Massimo Bellini et Aurélien Gaucher. C'est en plein cœur de Paris, à Montparnasse, qu'Antoine Boutin, jeune kiné de 25 ans, s'est lancé il y a 1 an dans une activité méconnue du grand public en France, la cryothérapie. Le but de cette technique, soigner différentes pathologies à l'aide du froid. Au départ, elle était utilisée par les athlètes de haut niveau pour la récupération et les soins musculaires. Aujourd'hui, cette pratique permet à tous de se soigner. Ça va de la tendinite, post-entorse, post-trauma, la déchirure, aux grosses patho-inflammatoires comme la sclérose en plaques, la spondylarthrite ankylosante ou la fibromyalgie. Les protocoles sont généralement de plusieurs séances assez rapprochées, de manière suivie. Gants et chaussettes de protection sont indispensables. Au bout de 30 secondes, le corps est anesthésié, donc on ne sent plus le froid. Et puis ça dure 3 minutes parce qu'au-delà, on a un peu la peau qui brûle. Donc notre ami Antoine, maître des lieux, nous sort du caisson dès les 3 minutes passées. Et voilà. Congélation in vitro. C'est froid maintenant. Allez, on est à 1 minute 30, on attend encore un petit peu. La cryothérapie s'est tout d'abord développée dans les pays d'Europe de l'Est. Le patient est plongé dans une cabine dont les températures avoisinent les moins 150 degrés, de 2 à 3 minutes maximum. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, on va diminuer le temps et la température. Parce que voilà, on est sur une personne qui est beaucoup plus frêle, avec une patho un peu plus importante. Donc du coup, on va travailler sur 2 minutes, 2 minutes 30, et on va travailler uniquement à moins 120, moins 130. En plus de ses patients, Arnaud s'est construit une belle réputation auprès de nombreux sportifs de haut niveau. On a quelques personnalités qui nous ont fait l'honneur de venir se soigner ici, entretenir leur forme, soigner différentes pathologies. On a donc des sportifs de haut niveau, bien évidemment, avec certains joueurs du PSG dans le football. On a les clubs du Stade français et du Racing Métro au niveau du rugby, le 15 de France. Après l'effort, le réconfort, en attendant la prochaine vague de froid. Bonjour Arnaud, selon vous, est-ce que le sport a une importance capitale pour le bien-être des personnes? Bonjour Carlotta, donc par bien-être on entend 2 types de bien-être, le bien-être physique et le bien-être mental. Donc effectivement le sport est capital pour le bien-être. Donc par bien-être physique, effectivement les exercices de type musculaire permettent de se renforcer et de se sentir mieux dans son corps, donc dans le bien-être physique. Et dans le bien-être mental, permet également de se sentir mieux dans la vie de tous les jours, d'oublier ses tracas du quotidien et se permettre de se focaliser sur l'activité physique en elle-même. Est-ce que les gens entretiennent leurs conditions physiques uniquement pour leur apparence physique ou plutôt pour retrouver un état de plénitude? Alors dans un premier temps, les personnes se tournent vers l'activité physique et notamment le coaching personnalisé pour une apparence physique, donc dans un souci de bien-être et de transformation du corps. Et par la suite seulement, ça devient justement une habitude au quotidien et ça permet également de se sentir mieux, comme je l'ai dit précédemment, dans sa tête et dans son corps. Arnaud, question un peu plus philosophique. Est-ce que le sport permet-il d'entretenir un esprit sain dans un corps sain? Le corps sain donc, est travaillé par la pratique physique, mais l'esprit sain pour moi est préalable justement aux acquisitions qu'on peut avoir lors d'un coaching personnalisé. Je pense que l'un va avec l'autre, mais effectivement on travaille bien entendu le caractère physique dans un premier temps. Arnaud, c'est bientôt l'été. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre dans des salles de sport ou de se payer des coachings à domicile quant à notre alimentation et aux petits exercices que nous pouvons faire nous-mêmes? La nourriture est certainement même plus importante que l'activité physique car elle permet dans un premier temps de perdre du poids et d'affiner sa silhouette et seulement la pratique physique permettra de remuscler et remodeler le corps. En attendant, l'un ne va pas sans l'autre.
Pour les personnes qui n'ont pas d'argent, puisqu'effectivement une séance est de l'ordre de 50 € de l'heure, il y a quelques exercices simples, donc avec des objets du quotidien comme des bouteilles d'eau. Donc les bouteilles d'eau, ça représente 2 kg si c'est des bouteilles de 2 litres, et ça peut représenter, faire office d'haltère. Merci Arnaud Gavary d'avoir été notre invité. Anaïs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour vous faire découvrir d'autres nouveautés. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans notre... Je te vois rigoler. Attends, c'est quoi déjà pour toi certains, pardon. Coach sportif. Et on débute cette émission. Non mais...